Nous arrivons maintenant au dernier diagramme de la partie modélisation objet élémentaire avec UML, à savoir le diagramme d'activité. Un diagramme d'activité, c'est un diagramme dynamique pour donner une vision d'ensemble sur l'activité ou bien les actions alternatives d'un diagramme des cas d'utilisation. Donc, commençons, ou bien notre point de départ va être un diagramme des cas d'utilisation et on va essayer de décrire les différentes activités pour pouvoir réaliser la fonction qui a été définie dans ce diagramme. Donc, ces diagrammes d'activité sont particulièrement adaptés à la description des cas d'utilisation qu'on a spécifiés au début. Et donc, c'est le cas pour tous les diagrammes. Donc, notre point de départ, c'est le diagramme des cas d'utilisation. Et puis, on fait une description dépendamment de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on va décrire les concepts et on va élaborer donc un diagramme des classes? Est-ce qu'on va décrire les scénarios et on va définir un diagramme de séquence? Ou bien on va décrire la dynamique et on va mettre en place un diagramme d'activité. Un diagramme d'activité, il permet de spécifier des traitements qui sont a priori séquentiels et il met l'accent sur les échanges, ce qu'on appelle des flots de contrôle d'une activité vers une autre activité. Alors, voilà un exemple de diagramme d'activité. Donc, on remarque qu'un diagramme d'activité commence par un nœud de départ et se termine par un nœud de fin d'activité, bien ce qu'on appelle un nœud initial ou bien un nœud de début d'activité. Puis, on a une succession d'activités qui sont verbalisées. Comme vous voyez, on a insérer carte, saisir code, choisir opération. C'est des activités qui sont verbalisées. On remarque que ces activités sont reliées les unes avec les autres avec des flèches ou bien des symboles. Et donc, deux types de symboles qu'on a principalement. On va voir que c'est trois, ce n'est pas uniquement deux. On a le losange qui fait l'alternative et on a le tiret. Donc, soit on a une entrée, donc une activité reliée à un tiret et en sortie, on a des activités. Donc, ça, c'est pour ce qu'on appelle des activités fourches ou bien fork. En anglais, c'est fork. En français, c'est fourche. Ou bien, on a des activités qui sont parallèles, une transition qui est parallèle. Donc, transition fork ou bien transition parallèle. Qu'est-ce que c'est qu'une action? Donc, l'action, c'est le composant élémentaire de l'activité. Et c'est d'ailleurs le composant élémentaire le plus élémentaire au niveau de la modélisation UML. Donc, on l'a défini comme étant une incidence sur l'état du système ou un extrait d'information. Donc, c'est une étape qui est discrète à partir de laquelle se construisent des comportements. Exemple, affectation de valeur, création de nouvel objet, calcul arithmétique, émission du signal, réception du signal. Donc, en lisant cette définition, on comprend que l'action, c'est en quelque sorte l'équivalent d'une instruction dans un langage orienté objet, à savoir à l'intérieur, que ce soit à l'intérieur d'une méthode ou bien à l'intérieur d'un constructeur ou autre. Donc, et on identifie plusieurs types d'actions. On a des actions qui sont sous forme d'appel, d'opération. Donc, on invoque un objet de manière synchrone ou bien asynchrone. On a des actions de comportement. Donc, c'est un type d'appel d'action, mais plus particulièrement, c'est un comportement. On a des actions d'envoi de messages, des actions d'acceptation d'événements. On a des actions d'acceptation d'appel, des actions de réponse et des actions de création. Donc, chaque type d'action est un traitement élémentaire qui se trouve à l'intérieur d'une activité. L'activité, quant à elle, c'est un comportement qui est décrit par un séquencement organisé d'unités dans des éléments simples. Dans les éléments simples, ils sont les actions. Donc là, si je dis établir une commande comme étant une activité, donc à l'intérieur d'établir une commande, pour établir une commande, il y a un ensemble d'actions à mettre en place. Au-delà des activités qui sont représentées à l'intérieur d'un cylindre,
Donc, on a les transitions. Donc, la transition, c'est le passage d'une activité vers une autre activité. Et ça, il spécifie l'enchaînement des traitements et définit le flot de contrôle entre la première et la deuxième activité. On va décrire maintenant les composants d'un diagramme d'activité un à un. Donc, commençons par le point de démarrage et le point d'arrêt. Donc, le point de démarrage, c'est le début d'un diagramme d'activité, donc à partir duquel on va démarrer la description de la succession des activités qu'on va décrire ou qu'on va détailler. Et puis, à la fin, il faut absolument qu'un diagramme d'activité, il finisse par un point d'arrêt à la fin de cette activité, de la dernière activité. Donc, un diagramme d'activité est une représentation qui est plutôt graphique des actions qui sont reliées dans un cas d'utilisation. Ça, c'est ce qu'on a dit au début. Et le diagramme, il est organisé en actions réalisées soit par un acteur, soit par le système, et ils sont reliés par une flèche indiquant l'enchaînement des actions. Donc là, au niveau du cylindre, on peut trouver une action comme étant le traitement élémentaire, mais ça peut aussi être une activité, c'est-à-dire encore à l'intérieur de cette activité, on peut rentrer et détailler les différentes actions qui représentent cette activité et on va les différencier. Et puis la flèche, c'est la transition entre la première activité et la deuxième activité, ou bien la première action et la deuxième action, ça dépend du niveau de complexité. Donc, si une action correspond à l'appel d'un cas d'utilisation interne lié par une relation de type include-extend, alors dans ce cas-là, c'est une activité qui est plutôt complexe et donc elle est représentée par une action contenant un signe spécial de cercle. Donc, si on voit les deux cercles qui sont reliés, c'est-à-dire qu'on peut rentrer à l'intérieur et trouver un lot d'actions à l'intérieur. Donc, ça, c'est le deuxième cas possible. Donc, pour ce qui est des composants, un composant phare, c'est l'alternative. Donc, l'alternative, c'est le losange. Donc, comme vous le voyez sur le slide, il permet d'indiquer les différents scénarios du cas d'utilisation dans un même diagramme. Dans l'exemple, par exemple, il s'agit de la condition d'après laquelle le cas d'utilisation inscription comme client sera appelé. Donc, si là, on va vérifier les informations fournies, si la vérification est réussie, donc dans ce cas-là, je vais faire fin à cette activité. Si la vérification n'est pas réussie, alors je vais faire une inscription potentielle de ce client. Et pour faire l'inscription comme client, c'est une activité qu'on peut encore détailler en plusieurs actions en cliquant. Ou bien on peut la trouver, souvent on la trouve sur un diagramme d'activité à part, toujours pour un souci de simplification de diagramme. On a aussi l'itération. Donc, l'itération, il permet d'indiquer une répétition d'activité selon une condition. Donc, là, on peut avoir, comme vous le voyez sur le modèle, le diagramme d'activité à votre droite, on va recevoir une commande, vérifier l'article, commander l'article et avant de finir la commande ou bien de clôturer la commande, on va vérifier s'il reste des articles. S'il reste des articles, on va encore les vérifier. Si on n'a plus d'articles, alors là, on va finir. Donc, dans ce cas-là, on a fait une boucle de vérification des articles jusqu'au dernier article. Équivalent, donc, on peut représenter de la même façon le diagramme d'activité en utilisant la barre. Donc, la barre, qu'est-ce qu'il permet de nous faire? On va faire barre et devant la barre, on va faire étoile pour chaque article. Donc, entre deux barres, ce qui va se passer entre les deux barres, c'est ce qu'on va boucler. Donc, là, pour chaque article, on va vérifier l'article, on va commander l'article et puis on va répéter ceci jusqu'à la fin des articles. Personnellement, je préfère faire avec la représentation à droite, mais la représentation à gauche, il est aussi bonne. Donc, si on veut les interpréter, donc la représentation qui est à droite, ça représente une boucle
do while, faire tant que. Pour ce qui est de la représentation à gauche, c'est une représentation for. Et le n, donc for i allant de 0 à n, le n c'est le nombre d'articles qu'on a, donc la raison pour laquelle on a mis un étoile pour chaque article. On a aussi la synchronisation. Donc la synchronisation, ce n'est autre que la barre. Donc elle indique qu'il faut avoir réalisé 2 actions pour pouvoir réaliser la troisième qui est en dessous. Aussi simple que ça. Donc on a 2 actions. L'action sélectionner catégorie des clients et sélectionner la période pour pouvoir calculer les statistiques de vente. Donc si on veut calculer les statistiques de vente, il faut sélectionner la catégorie des clients et sélectionner la période. Donc, les 2 actions dans ce cas-là, ou bien les 2 activités, ça dépend. Ils doivent être faites pour pouvoir réaliser l'action suivante. Voilà, donc c'est les représentations les plus connues. Et puis, on a la notion de couloir ou les swimlanes. Donc, les couloirs ou les swimlanes, ça permet de découper un diagramme d'activité sur plusieurs couloirs. Chaque couloir, il correspond à un acteur. Donc, un diagramme d'activité avec couloir nous permet de voir qui fait quoi. Donc, on a l'action ou bien l'activité en question et on a l'utilisateur. Donc, par exemple, ici, saisir le login et le mot de passe, c'est une activité de l'utilisateur. Vérifier les informations, c'est une activité du système. Inscription comme client aussi, c'est une activité du système. Et donc, on a le même diagramme d'activité que tout à l'heure, sauf que ici, on a spécifié quels sont les acteurs responsables pour chaque action ou bien pour chaque activité. Alors, pour bien construire un diagramme d'activité, qu'est-ce qu'il faut faire? Les étapes. Donc là, je vous conseille d'abord d'identifier la portée, le scope, l'objectif de votre diagramme d'activité. Donc, commencez en identifiant ce que vous allez modéliser, c'est-à-dire choisir un seul cas d'utilisation. Évitez de choisir plusieurs cas d'utilisation à la fois. Donc, une partie d'un cas d'utilisation ou bien une partie d'un cas d'utilisation, un workflow qui inclut plusieurs cas d'utilisation ou bien une méthode de classe. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être décrites avec un diagramme d'activité. Ça, c'est la première des choses. Une fois on délimite le scope ou bien la portée ou bien l'objectif de notre diagramme d'activité, on va ajouter l'état de départ et de terminaison. Donc, définir à quel moment on va démarrer ou bien comment on va démarrer l'activité et quand est-ce qu'on va la finir. Il faut maîtriser le début et la fin de cette activité ou bien l'ensemble de ces activités qu'on va décrire. Et la troisième étape, il faut ajouter les activités. Donc, si vous modélisez un cas d'utilisation, introduisez une activité pour chaque cas d'utilisation principal. Si vous modélisez par contre un workflow, donc comme vous savez, un workflow, c'est c'est un flux d'informations entre plusieurs acteurs, introduisez une activité pour chaque processus principal. Souvent, use case. Enfin, si vous modélisez une méthode, il est souvent nécessaire d'avoir une activité pour chaque grande étape de la méthode. Donc, la méthode, il fait d'abord une définition des variables. Ensuite, il va stocker ces variables dans un tableau, puis il va les tester, puis il va donner la valeur. Donc, dans ce cas-là, il faut faire une activité pour chaque étape de la méthode. La quatrième étape, c'est ajouter les transitions. Et là, il faut se poser la question, est-ce qu'on a des transitions qui sont séquentielles? Est-ce qu'on a des alternatives? Est-ce qu'on a des alternatives qui sont conditionnelles? Est-ce qu'on a des synchronisations? Est-ce qu'on a des itérations? Et on respecte la représentation qu'on a vue sur le support de cours. Et la cinquième étape, c'est définir les couloirs ou bien les swimlanes. Et ceci en faisant une répartition des activités selon les acteurs que vous avez identifiés dans votre cahier de charge. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.